En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie en cette année d'élection présidentielle. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Renaud Dely et Éric Nolot. Chroniqueur, essayiste, écrivain, Éric Nolot est l'auteur de La Gauche réfractaire, coécrit sous forme d'échanges épistolaires avec Michel Onfray et qui vient de paraître aux éditions Bouquin. Renaud Dely est journaliste politique et éditorialiste. Il signe Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès, aux éditions de l'Observatoire. Alors que Jean-Luc Mélenchon a réussi à réunir autour de lui les écologistes, les socialistes et les communistes et ambitionne de remporter les législatives, nous nous demanderons où va la gauche. Mélenchon est-il le visage de la renaissance de la gauche ou celui de sa trahison? Est-il l'ami ou l'ennemi du peuple? La gauche doit-elle forcément être européenne? Existe-t-il encore une place pour une gauche républicaine et laïque? Tout de suite, les réponses d'Éric Nolot et Renaud Dely en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Éric Nolot, Renaud Dely, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Renaud Dely, vous êtes journaliste, politique, éditorialiste et vous êtes l'auteur de Anatomie d'une trahison, la gauche contre le peuple, qui vient de paraître... Contre le progrès, pardon. Mais on va parler parce qu'il y a un chapitre pour ma défense qui est la gauche contre le peuple. Donc la gauche contre le progrès. Jean-Luc Mélenchon a réussi un tour de force en réunissant derrière lui les socialistes, les écolos, les communistes dans une nouvelle alliance appelée la NUPES, Nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Est-ce selon vous un début de renaissance pour la gauche ou l'aboutissement de la trahison que vous décrivez dans votre livre ? C'est plutôt la deuxième version, à mes yeux en tout cas. Jean-Luc Mélenchon a réussi un tour de force, ça je le conteste absolument pas. Déjà un premier tour de force qui était son score au premier tour de la présidentielle où il avait siphonné les électorats de gauche, et un deuxième tour de force en bâtissant cette alliance autour de son nom, puisque c'est dans l'accord signé, c'est Mélenchon à Matignon, de ses candidats, puisque les 3/4 des candidats dans le pays sont des candidats insoumis, qui représentent l'union de la gauche, et autour de son programme, puisque l'ensemble de la gauche s'est rallié au programme de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est une OPA, en termes capitalistiques, extrêmement réussie. En revanche, il me semble, et c'est la suite logique, l'aboutissement du processus que j'essaie de décrire dans mon livre, que c'est plutôt une position de repli, que la gauche prend une position de repli, elle se replie sur un certain nombre de certitudes, qu'elles soient communautaires par exemple, ou identitaires sur les questions liées à la laïcité, à l'universalisme, ou sur des vieux outils assez obsolètes pour gérer l'économie aujourd'hui, un plan de nationalisation massive, le retour à la retraite à 60 ans pour tous, qui par rapport au réel et à l'évolution de nos sociétés, sont aujourd'hui des outils qui certes fonctionnaient peut-être, et encore d'ailleurs dans les années 70 ou 80, et encore parce que la gauche les a mis en œuvre en 81, et on a vu ce que ça a donné ensuite dès 83, mais qui aujourd'hui confortent, si vous voulez, les certitudes, l'enthousiasme militant. Cette gauche-là, elle est très heureuse, elle est très contente. Les militants, et on le voit, c'est vrai, je ne mets pas en cause leur ferveur, et je la comprends, ils sont très contents de cet accord, et ils pensent renouer avec la vraie gauche, avec les vraies valeurs, et justement en finir avec les socio-traites, les sociolibéraux, la gauche molle, pardon. Sauf que il s'éloigne en se repliant sur ces certitudes obsolètes au regard de l'évolution du monde. Il s'éloigne du centre de gravité de l'opinion, du centre de gravité du pays, et il rompt un peu plus avec ce qu'on appelle communément la culture de gouvernement. Donc en fait, je pense que c'est une impasse. C'est une impasse qui satisfait encore une fois un certain nombre de convictions et de militants, mais qui condamne et qui risque de condamner la gauche à rester durablement dans l'opposition. D'ailleurs, dans l'histoire, on n'a jamais vu la gauche arriver au pouvoir dans une coalition conduite par le parti le plus radical de cet ensemble de la gauche. À chaque fois que la gauche est arrivée au pouvoir, c'était les réformistes, c'était les modérés, c'était les sociodémocrates, c'était les socialistes qui conduisaient l'alliance. Et est-ce que la gauche que vous appelez de progrès, social-démocrate, finalement, européenne, elle n'est pas tout simplement à l'Élysée, même si elle s'appelle le centre? Macron ressemble un petit peu en tout cas à la gauche que vous avez souvent défendue en tant que journaliste politique. Il ressemble, comme vous dites, effectivement, mais c'est pas ça. C'est-à-dire, d'abord, s'il y a eu ce phénomène que j'explique, cette radicalisation et ce repli, c'est d'abord en grande partie parce que les sociodémocrates au pouvoir, évidemment, ils ont échoué, ils ont démissionné souvent par rapport vis-à-vis du réel, justement. Ils ont abandonné l'idée de le changer, de le réformer. Ils n'avaient pas les outils ou simplement, ils n'ont pas fait preuve de suffisamment de volontarisme et d'ambition. Donc c'est pour ça que le balancier est parti trop fort dans l'autre sens, si vous voulez. Dès lors que les sociodémocrates au pouvoir ne servent plus à rien, en tout cas
ne sont pas efficaces, eh bien ça produit ce mouvement de balancier du côté de cette gauche identitaire, passéiste, j'allais dire réfractaire, pour prendre le terme du livre d'Éric Nolot. Et effectivement, là vous avez raison, c'est que Emmanuel Macron, qui est un symptôme en quelque sorte de ce mouvement, c'est pas lui qui l'a déclenché, mais en revanche il en a tiré profit. Dès 2017, il a récupéré le totem, le flambeau, l'étendard du progressisme. Voilà, il dit je suis le progressiste. Sauf que c'est un progrès, une idée de progrès relue à l'aune du macronisme, c'est-à-dire que c'est un progrès qui est essentiellement individualiste en quelque sorte. Ça repose énormément sur l'émancipation individuelle. Mais ça, c'est qu'une jambe simplement de l'idée de progrès. L'émancipation individuelle que porte effectivement l'idée de progrès depuis les Lumières va de pair avec le souci d'une forme de solidarité, de justice, voilà, de solidarité collective. C'est Jacques Julliard que je cite dans le livre qui dit que le progrès fonctionne, enfin que la gauche fonctionne sur deux jambes, effectivement, le progrès et la justice. Le problème, me semble-t-il, du macronisme, c'est que cette idée de solidarité, de collectif, etc., n'irrigue pas la pensée macroniste. C'est pas du tout dans son ADN et c'est quelque chose qui est bien souvent secondaire au regard, effectivement, de l'émancipation individuelle qui n'est qu'une dimension, qu'un élément du progrès. Éric Nolot, vous êtes chroniqueur, écrivain, essayiste et vous venez de faire paraître La gauche réfractaire aux éditions Bouquin, un essai sous forme d'échange épistolaire avec le philosophe Michel Onfray dans lequel vous expliquez que vous restez un homme de gauche mais que vous ne vous reconnaissez pas dans la gauche actuelle. Donc même question, je suppose que vous ne vous reconnaissez pas vraiment non plus dans cette union, nouvelle union populaire de Jean-Luc Mélenchon. Non, moi en tant qu'homme de gauche, je ne saurais voter, je dis les choses clairement, pour un candidat qui se réclamerait de la NUP, puisque pour revenir sur votre lapsus inaugural, c'est la NUP, pour moi, c'est la gauche contre le peuple et contre le progrès. C'est une gauche qui a troqué le progrès contre le progressisme. C'est-à-dire que ils sont partis de la note de Terra Nova en 2011. La note de Terra Nova prenait acte du divorce entre la gauche et le peuple. Le peuple désormais pense mal, et il pense mal, donc il vote mal. Donc on ne s'en occupe plus, on va remplacer le peuple. C'est la théorie du grand remplacement, mais pas dans le sens qu'on lui donne habituellement. On va remplacer le peuple par un conglomérat de minorités ethniques, sexuelles, etc. Tout sauf le peuple. Et au lieu de se battre pour le progrès collectif, on va se battre pour le progressisme, c'est-à-dire qu'on va essayer de satisfaire chacune de ces catégories. Le programme de la France Insoumise en était une parfaite illustration. Il y avait un virage communautaire avec des clins d'œil appuyés au quartier, puisque Éric Coquerel avait même théorisé qu'il avait manqué 600 000 voix à Jean-Luc Mélenchon en 2017 et que ces 600 000 voix étaient dans les quartiers. Donc il fallait... D'ailleurs, c'est un peu méprisant parce qu'on a l'impression que tous les gens qui habitent les quartiers pensent la même chose et qu'on peut les séduire en bloc. Ce ne sont pas des individualités, mais une sorte de collectif un peu brumeux. Et il y avait aussi, pour satisfaire les minorités woke, il y avait aussi cette proposition totalement burlesque d'inscrire dans la Constitution la liberté de changer de genre. Donc voilà, c'est un truc, c'est un fourre-tout. C'est un attrape-nigo destiné à différentes catégories d'électeurs. Alors moi, je n'en veux pas à la France Insoumise d'essayer comme ça d'arriver au pouvoir au prix d'une démagogie. Si, je leur en veux un peu parce que Jean-Luc Mélenchon était, il y a très peu de temps, un symbole républicain, un symbole laïcard, et maintenant c'est devenu un symbole de l'anti-république. Pour moi, c'est une lente dérive hors du champ républicain, et c'est une lente dérive hors du champ de la laïcité qui est au fondement de l'identité française. Là où j'en veux, où j'ai des mauvais sentiments, c'est envers le reste de la gauche qui s'est couché devant la France Insoumise au prix du renoncement à tout ce qu'ils nous présentaient comme des choses qui n'étaient pas négociables. Les uns ont balancé l'Europe, les autres ont balancé la laïcité, les autres ont balancé le nucléaire, et on fait comme si ces deux gauches qui sont inconciliables, qui sont irréconciliables, l'étaient juste le temps d'une élection. Je ne sais pas si les électeurs vont tomber dans ce panneau, puisqu'il est évident que dès le lendemain du second tour des législatives, ces différents fondamentaux vont reparaître, les deux gauches vont redevenir inconciliables. Donc je pense que ce n'est pas un événement historique, c'est un très très bon coup joué par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, mais ça ne va pas plus loin. C'est pas ça qui va redessiner la gauche. Les grandes lignes de fracture vont réapparaître. Oui, mais est-ce que finalement ces deux gauches, c'est la même question que Renaud Dely, est-ce qu'il n'y a pas une gauche libérale qui est derrière Emmanuel Macron et une gauche radicale qui est derrière Jean-Luc Mélenchon? Vous ne vous reconnaissez pas, je crois, non plus dans la gauche d'Emmanuel Macron?
Non, mais moi je pense que... D'ailleurs, cela dit, il se définit comme progressiste, mais pas forcément comme de gauche. Écoutez-moi, au tout premier jour de l'aventure d'Emmanuel Macron, j'ai dit dans l'émission qui s'appelait Encore Zemmour et Nolo, avant que mon camarade brigue d'autres fonctions, j'ai dit pour moi, Emmanuel Macron est le porteur d'un projet libéral de droite. Mais comme j'ai jamais fait la différence entre un projet libéral de droite et le projet libéral de la deuxième gauche, dans laquelle on peut ranger Emmanuel Macron, en effet, je pense que la social-démocratie est largement représentée par Emmanuel Macron. Mais, d'un autre côté, la social-démocratie telle qu'on l'entend, disons le Parti socialiste, n'a pas d'idée à proposer, n'a pas renouvelé le logiciel. Donc ils sont arrivés au bout, il n'y a pas d'idée, donc les électeurs se détournent d'eux. Merci Éric Nolot, merci Renaud Dely d'être avec nous sur Sud Radio. Jean-Luc Mélenchon est-il l'ami ou l'ennemi du peuple? On continue à en parler après une courte page de pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Renaud Dely, auteur de Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès, et avec Éric Nolot, auteur de La gauche réfractaire aux éditions Bouquin. On parle de l'avenir de la gauche aujourd'hui. La gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'incarne. Il a réussi le tour de force de rassembler les écolos, les socialistes, les communistes aussi. Vous nous disiez, Éric Nolot, finalement, avant la pause, que pour vous, Jean-Luc Mélenchon était communautariste, n'était pas républicain. Est-ce que finalement la gauche et que tout ça allait se briser après parce que il y avait une incompatibilité de valeurs entre la gauche socialiste et cette gauche radicale? Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas aussi tout simplement une longue dérive du Parti socialiste sur les questions de laïcité, de communautarisme? Enfin, l'affaire du voile de Creil, déjà le Parti socialiste est scindé en deux, et ensuite toutes les lois laïques sont faites par la droite en France. Oui, mais évidemment, l'affaire du voile de Creil, des collégiennes de Creil, est un événement fondateur. Enfin, là, c'était, disons, un épiphénomène, même s'il y a une certaine dérive. Jean-Luc Mélenchon a poussé les choses beaucoup plus loin. Quand vous avez des membres éminents de la France insoumise, comme Raquel Garrido, qui vous explique que le but des procès du 13 novembre, c'est de réconcilier la France avec les terroristes. Quand vous avez Alexis Corbière, qui vous explique que Samuel Paty n'a pas bien fait son travail en présentant des caricatures de Charlie. Le même Alexis Corbière vous explique qu'il ne faut pas parler de l'homosexualité de Verlaine et Rimbaud parce que ça risque de choquer. Mais de choquer qui? Vous savez bien que cette orientation sexuelle n'est pas très bien vue dans les cités. Bon, quand la France insoumise défile contre l'islamophobie avec des islamistes enragés, endurcis, qui scandent Allahu Akbar à proximité du Bataclan. Quand l'appel à cette manifestation est précédé d'un appel contre des lois liberticides qui est signé par la France insoumise, qu'est-ce qu'ils entendent par loi liberticide? Précisément, la loi contre les signes religieux à l'école et la loi contre la burqa. Je veux bien que le PS est un peu dérivé du temps où ce parti représentait quelque chose. Martine Aubry qui faisait des horaires de piscine. Oui, mais on en reparle là avec l'affaire du Burkini à Grenoble, mais c'est pas très différent de ce que proposait Martine Aubry. C'est pas très différent d'un point de vue qualitatif, c'est pas très différent. D'un point de vue quantitatif, il y a de la part de la France insoumise une stratégie concerté, systématique de clin d'œil à l'islamisme. C'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Je ne pense pas que le PS quand même puisse être soupçonné d'islamo-gauchisme, même s'il y a eu des concessions, des compromis et parfois des compromissions. Les concessions, les compromis et les compromissions, ils sont du côté de la France insoumise, et plus ils verront un réservoir de voix dans certaines communautés, plus ils accentueront ces travers. Renaud Dely, est-ce que justement, oui, le PS qui est obligé de se rallier ne paie pas ses propres concessions? Justement, je parlais de Martine Aubry, ils ont dirigé beaucoup de villes de banlieue, faisant parfois des accommodements raisonnables. Sur la laïcité, ils n'ont pas voté la loi notamment de 2004 sur l'interdiction du voile à l'école, sur l'interdiction de la burqa dans la rue, à part Manuel Valls qui a été honni par son propre camp. Finalement, est-ce qu'on n'a pas une évolution logique de la gauche qui disparaît faute d'avoir été très clair sur ses valeurs? Alors, au PS, comme souvent, sur ce sujet-là en particulier, qui est un sujet éminemment important, la laïcité, qui est essentielle, qui fait
partie de l'ADN de la gauche, on a trouvé tout et son contraire, comme souvent au Parti socialiste. Vous avez raison, il y a une évolution globale, née dès l'affaire des collégiennes de Creil de 1989 et qui s'est manifestée par un certain nombre d'épisodes. Mais c'est vrai qu'on a eu aussi toute une gauche républicaine, chevènementiste notamment, Jean-Pierre Chevènement étant un peu l'incarnation de ce courant-là. Vous avez cité Manuel Valls, Bernard Cazeneuve aussi, et d'autres qui ont eu des positions extrêmement claires et qui les ont toujours. Je pense à Hidalgo aussi, il y a eu des positions toujours extrêmement claires sur ces sujets-là, et qui n'ont pas dérivé. Mais c'est vrai qu'il y a toute une frange du PS qui a bougé pour des raisons multiples, me semble-t-il, et qui a abandonné en grande partie ce totem de la laïcité. Parfois parce qu'ils pensaient être des bons sentiments, par bons sentiments. Pourquoi ? Parce qu'il y a une extrême droite qui est très forte dans ce pays depuis maintenant une 40aine d'années, qui a aussi effectivement un racisme et un racisme anti-musulman qui s'est exprimé bien sûr ces dernières années. Et par rapport à ce mouvement-là, certains à gauche ont cru, à tort, que défendre les musulmans, lutter contre le racisme, c'était forcément défendre les musulmans et, a fortiori, l'islam politique. Et là, c'est évidemment un amalgame terrible et suicidaire pour la gauche. Donc ça, c'est ceux qui ont cru agir par bon sentiment. Ensuite, il y a ceux qui ont une vraie stratégie politique de défendre effectivement l'islamisme, et Éric Nolot la décrivait à l'instant. Il y a ceux qui l'ont fait aussi par pur électoralisme dans un certain nombre de quartiers, de communes, etc., pensant récupérer effectivement des électeurs et qui donc se sont ralliés à la défense de l'islam politique. Et tout ça produit en effet une forme de dérive, voire de suicide identitaire de la gauche par rapport à ces deux valeurs liées qui lui étaient intrinsèques en quelque sorte. D'une part, la défense de l'universalisme et contre le repli communautaire et la défense d'une certaine idée de l'universalisme et donc de l'égalité, quelles que soient les origines les convictions philosophiques, religieuses, et puis la défense évidemment de la laïcité comme un principe intangible qui permet justement à tous de vivre ensemble, que l'on ait une religion, que l'on n'en ait pas, de changer éventuellement de religion. Et là-dessus, il y a, c'est vrai, globalement, on va dire une trahison d'une bonne partie de la gauche, d'une grande partie de la gauche, qui a fini donc par se jeter dans les bras de Jean-Luc Mélenchon. Et je suis comme Éric Nolot stupéfait par l'absence de résistance qu'il y a eu de la part de cette gauche, malgré ses échecs au premier tour de la présidentielle, vilipender Jean-Luc Mélenchon quelques jours avant le premier tour de la présidentielle pour finalement signer son programme et signer l'engagement porté à Matignon si jamais la gauche gagnait les législatives. Il y a une contradiction terrible. Et dernier point, cette évolution qu'on évoque de la gauche, c'est l'évolution même de Jean-Luc Mélenchon, qui a été effectivement pendant des décennies un grand militant, un grand défenseur de la République. Plutôt un laïc, un républicain, même le défenseur d'une gauche d'ordre sur la sécurité, voire l'immigration. Et comment ce tournant, c'est du pur clientélisme? Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, il a un peu tout été son contraire. Il a d'abord été longtemps trotskiste, il a été aussi, militant de l'ECI, il a été lambertiste. Ensuite, il a été effectivement pendant près de 40 ans socialiste. Il a même été jospinolâtre. Il était ravi d'être ministre dans le gouvernement de Lionel Jospin sous le gouvernement de la gauche plurielle. Il y a une contradiction même absolue. Il se présente d'un côté comme un militant antilibéral forcené. Il faut rompre avec cette dérive libérale des socialistes engagés dès 1983. Par qui ? Par celui qui est en même temps soi-disant son modèle, François Mitterrand. C'est extrêmement compliqué d'un côté de vanter l'œuvre de François Mitterrand et de l'autre de dénoncer le tournant libéral des socialistes au pouvoir. C'est une contradiction supplémentaire chez Jean-Luc Mélenchon. Et sur les questions de la laïcité de la République, il a été très longtemps un fervent défenseur de la laïcité, inflexible, dénonçant l'islam politique. En 2003, il signait avec Vincent Payon et Manuel Valls une tribune dans le Nouvel Observateur, une tribune commune, les trois, pour dénoncer la présence de Tariq Ramadan au Forum social européen de Saint-Denis, dans des termes extrêmement virulents. C'était en 2003, et force est de constater qu'en 2022, il est plus du tout sur ces positions-là, et qu'à l'inverse, lui qui récusait il y a encore quelques années le terme d'islamophobie, qui n'y croyait pas, il s'est effectivement rallié à la défense, à la proximité de l'islam, à la défense de l'islam politique. Donc il y a là aussi pour plusieurs raisons, et notamment par électoralisme, mais aussi parce qu'il y a une stratégie de toute une frange de la France insoumise, ne serait-ce qu'entre ces trois campagnes présidentielles. Si vous regardez le discours de Jean-Luc Mélenchon sur la question de la laïcité et la question de la République, entre 2012, sa première campagne présidentielle, et celle de 2022, il y a un gouffre qui est terrible pour l'identité de la gauche, et qui, de surcroît, me semble-t-il, est totalement inefficace électoralement. Certes, il a fait un très bon score au premier tour de la présidentielle, sauf qu'il a été éliminé pour la troisième fois dès le premier tour, et que la gauche a se replié sur ces thématiques-là,
Encore une fois, elle se détache de plus en plus du reste du pays et elle devient structurellement minoritaire. C'était la seconde élection présidentielle consécutive où il n'y avait pas de candidat de gauche au deuxième tour. Et l'addition de tous les candidats de gauche au premier tour de la présidentielle, on arrivait à 31% des voix, 31% des suffrages. Donc c'est très bien d'être le plus riche du cimetière, entre guillemets, le plus riche du cimetière de la gauche, de faire 22% de ces 31%, mais ça n'amène pas au pouvoir. Et Éric Nolot, on parlait des dérives de la gauche. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un tournant, d'ailleurs, qui je crois vous a marqué vous, qui est Charlie Hebdo, c'est là où on a vu aussi qu'il y avait deux gauches peut-être irréconciliables et deux camps qui se sont construits et séparés. Il me semble que certains événements, par leur gravité, mettent tout le monde au pied du mur. Et là, c'est qu'on voit la force des convictions. Moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir place pour un mais devant les attentats de Charlie. Or, il y a eu un mais. On nous a dit, ah oui, c'est terrible ce qui leur est arrivé, mais il l'avait quand même un peu cherché, mais on ne fait pas ça. Quand même, ça n'a pas duré tellement longtemps, l'investiture de Tahabouaf par la France Insoumise. Mais enfin, il a traité la rédaction de Charlie de ramassis de pouilleux qui faisait des unes dégueulasses. Et au sein de la France Insoumise, il tolère tout un courant qui est ouvertement anti-Charlie, qui trouve que, alors que c'est démenti par les faits, qu'il tape plus sur l'islam que sur les autres religions. Il n'y a qu'à feuilleter des albums de Charlie qui rassemblent tous les numéros, on verra que c'est pas vrai. Et pour moi, oui, ça a été la fin, pour moi, ça a été la rupture définitive pour ce qui me concerne avec cette autre gauche. Et plus généralement, je ne pense pas qu'une refondation de la gauche puisse se faire au prix d'une double trahison. La première trahison, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Renaud Dely l'a résumée. Elle a été résumée par quelqu'un d'autre qui est Ariel Boutelja, la cofondatrice des Indigènes de la République, qui a dit Jean-Luc Mélenchon est un butin de guerre pour nous. C'était un laïcard de dingue, je la cite. Maintenant, il est passé dans notre camp. Donc, elle a très très bien analysé la situation. Et la deuxième trahison, c'est le reste de la gauche qui dépose les armes et qui vous dit, par exemple, moi, il y a tout un courant de gauche dans lequel je me reconnais, anti-totalitaire, et pourtant qui se rallie à Jean-Luc Mélenchon, qui a soutenu toutes les dictatures de la Terre. Il a soutenu Cuba, il a soutenu le Venezuela. Ma première engueulade avec lui, c'est sur la Chine. Il a été pro-poutinien. Il a quand même répandu cette idée extrêmement délétère, qui est une idée poutinienne, que l'Ukraine n'existe pas, la Crimée, c'est pas grave, passons-la par pertes et profits, puis de toute façon, comme c'est à peine un pays, voilà. Évidemment, comme il a vu que l'opinion publique française se retournait, maintenant, il commence à avoir des propos plus mesurés envers Poutine. Mais je ne comprends pas comment la gauche peut avoir l'illusion de se refonder en trahissant tous ses idéaux. Il ne va rester rien, il ne va plus rien rester. Il va rester un syndicat d'élus et des électeurs qui, après le deuxième tour, reviendront vers leurs maisons respectives parce qu'ils auront été dessillés sur la véritable nature de cet accord, qui est un accord de circonstances, mais absolument pas un accord sur les valeurs. Je ne crois pas aux accords de circonstances, je crois aux accords sur les valeurs. Renaud Dely, Éric Nolot, tout cherche un point sur Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi le caractère peut-être autoritaire de son mouvement, sa passion pour certains régimes. Là encore, comment vous expliquez qu'une partie de la gauche tolère ça? On a vu un candidat, Éric Zemmour, qui était à 16% et qui a perdu beaucoup de supporters après l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Jean-Luc Mélenchon, ça a presque été le contraire. En tout cas, ça ne l'a pas impacté du tout. Alors, sur le score de Jean-Luc Mélenchon premier tour de la présidentielle, il y a eu très clairement ce qu'on a appelé un phénomène de vote utile, qui fait qu'il y a toute une frange de la gauche qui a voté pour lui dès le premier tour, pensant pouvoir éliminer Marine Le Pen de la sorte et l'empêcher d'accéder au second. Sur l'attrait pour le pouvoir fort, alors il y a une frange de la gauche qui a ça aussi, il y a quasiment des bonapartistes de gauche, et l'homme fort, j'allais dire le conducator, en tout cas le Chavez, ça c'est un mythe qui parle aussi à une frange de la gauche, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on touche là aussi une contradiction fondamentale du mélenchonisme, entre d'un côté une incarnation extrêmement forte, un pouvoir personnel, des décisions solitaires, et de l'autre côté, un programme qui, soi-disant, vante le retour au parlementarisme, l'invention de la 6ème République. Voilà, quand vous regardez, et juste j'en finis avec ça, l'accord à gauche dont on parlait à l'instant, il a été ratifié par l'ensemble des formations politiques. Toutes elles ont voté, les Verts, les socialistes, et avec quelle difficulté, même les communistes ont voté. Il y a eu des instances qui ont voté pour ratifier, mais pas la France Insoumise. Il n'y a pas de vote. Renaud Dely, merci. Éric Nolot, merci d'être avec nous sur Sud Radio. On se retrouve après la pause. La gauche doit-elle forcément être européenne? Les réponses de Renaud Dely et Éric Nolot après une courte pause.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Éric Nolot et Renaud Dely. Nous parlons de l'avenir de la gauche aujourd'hui dominée par Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais parler avec vous de la question européenne, Éric Nolot, parce qu'on a vu qu'au moment des accords, on a parlé avant la pause de la laïcité, de la République, mais que là où ça a été le plus dur, c'est sur la question européenne. Mais est-ce que finalement, Jean-Luc Mélenchon touche pas quelque chose de juste? Est-ce que la gauche est forcément européenne ou forcément favorable à l'Europe telle qu'elle s'est construite ces dernières années? Alors, la gauche est peut-être pas forcément européenne, mais l'Europe est dans l'ADN d'une certaine gauche. Je pense à ce qui reste du Parti socialiste. C'est-à-dire que là où je veux en venir, c'est qu'il est tout à fait illusoire d'essayer de trouver un accord entre la social-démocratie du PS, par exemple, et la France insoumise sur l'Europe. Parce que c'est ou une conception ou l'autre. Mais il n'y a pas de moyen terme, il n'y a pas d'accord possible. Ensuite, même sur la question de l'Europe, qu'est-ce que propose Jean-Luc Mélenchon? Au début, il a tenté le Frexit. Il a vu que ça c'était l'assurance qu'un plafond de verre allait s'élever au-dessus de lui, puisque les Français n'en veulent pas. Donc maintenant, ce qu'il propose, c'est un Frexit qui ne dit pas son nom, quoi. On conteste les traités, on en sort, mais on est dans l'Europe, tout en sortant de l'Europe, tout en y restant. Donc là aussi, il n'y a pas de conviction en réalité. Il n'y a pas de conviction ni européenne ni anti-européenne. Il s'agit de flatter dans le sens du poil les anti-européens, tout en ménageant un peu la sensibilité des autres. Donc, je crois simplement que quand le PS fait un accord avec la France insoumise et qu'il sacrifie l'Europe sur l'autel de cet accord, il prend les gens pour des idiots. Il prend les gens pour des gogos puisqu'il ne peut pas y avoir d'accord. Alors là, vraiment, sur l'Europe, c'est absolument inconciliable. Ou c'est la vision du Parti socialiste, ou c'est la vision de la France insoumise, mais il n'y a pas de moyen terme. Éric Nolot, vous nous expliquiez tout à l'heure que vous ne reconnaissiez pas dans la gauche communautariste de Jean-Luc Mélenchon, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais pas non plus dans la gauche libérale d'Emmanuel Macron, pas non plus dans la deuxième gauche, mais est-ce que dans le cadre européen, est-ce qu'il n'y a pas finalement pas d'autre choix que ça? D'un côté, une vision radicale, eurosceptique, voulant rompre plus ou moins avec les traités, et une autre gauche qui s'inscrirait dans le cadre européen, mais qui serait obligée finalement de faire toujours la même politique, une politique sans alternative, comme disait Margaret Thatcher. Non, c'est tout le pari du réformisme. Mais moi, je parie quand même plus sur une gauche de responsabilité que sur une extrême gauche d'irresponsabilité. Est-ce qu'on peut être réformiste dans les traités? Je pense qu'on peut être réformiste au sein de l'Europe, qu'il faut essayer de faire prévaloir des idées. Mais je pense qu'en tout cas, c'est pas une impasse. Mais le fait de dire on va sortir des traités tout en restant dans l'Europe, on verra bien ce qui va se passer, là je pense que c'est une impasse. Cela dit, évidemment que je suis pas complètement innocent, je vois très bien qu'on fait très très peu bouger l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, qu'on la fait bouger vraiment à la marge, et que telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est très difficile à bouger, c'est vrai. Mais je crois que c'est quand même moins une impasse que ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Renaud Dely, tout à l'heure on disait que finalement ce qui se passait aujourd'hui, c'était aussi une lente évolution du PS sur la laïcité qui était très divisée. Est-ce que on n'assiste pas aussi à la rupture à laquelle on aurait dû assister peut-être en 83 ou au moment du traité de Maastricht entre une gauche européenne très favorable au marché, au libre-échange et une gauche qui reste la première gauche en réalité? Cette rupture, elle existait, vous avez dit, dès le référendum de Maastricht. D'ailleurs, à l'époque, Jean-Pierre Chevènement, lui, avait appelé à voter non au référendum de Maastricht de 1992. Elle a été plus spectaculaire encore lors du référendum de 2005. Et là où je rejoins Éric Nolot, c'est qu'en fait cette rupture, elle demeure, elle perdure derrière un accord qui est un rafistolage, qui est un accord électoral. Mais il demeure sur cette question européenne, tout à fait légitime d'ailleurs, de gauche. Donc il y a la gauche souverainiste de Jean-Luc Mélenchon, qui veut désobéir aux traités, qui veut rompre avec l'Allemagne, ce qui est quand même un élément essentiel, y compris dans des propos, il y a des propos qu'on peut qualifier de germanophobes dans l'histoire des propos de Jean-Luc Mélenchon à l'adresse de l'Allemagne. C'est quand même une constante aussi chez lui depuis maintenant pas mal d'années. Ça serait Jean-Luc Mélenchon à Matignon avec le chancelier Olaf Scholz. Je pense que c'est un tournant historique, à mes yeux, extrêmement périlleux pour le devenir de l'Europe. En même temps, son modèle, c'est François Mitterrand. Donc, il a été élu en 81 sur un programme. Ensuite, on a vu que
qui pouvait appliquer une politique totalement différente. Oui, mais là, Alexandre, vous m'entraînez dans les méandres de la psychologie de Jean-Luc Mélenchon, et j'avoue ne pas toujours tout maîtriser. Je suis d'accord avec vous, c'est compliqué. Même Mélenchon ne maîtrise pas sa psychologie, apparemment. En tout cas, c'est une gauche souverainiste qui veut rompre, qui veut désobéir, qui veut rompre, qui ne croit pas à l'Union européenne, etc. Il y a une gauche réformiste, comme le disait Éric Nolot. Il ne s'agit pas... Alors le problème, c'est qu'elle a largement failli au pouvoir, bien entendu. Oui. Il y a eu historiquement notamment une occasion ratée, c'était au tout début des années 2000, la toute fin des années 90, tout début des années 2000, à l'époque, il y avait 15 membres de l'Union européenne, il y avait 12 des gouvernements des 15, dont Lionel Jospin en France, qui étaient des gouvernements de gauche, qui étaient des gouvernements sociodémocrates. Sauf que... Ici, le traité d'Amsterdam, alors qu'il avait dit que non. Et ces gauches européennes n'ont pas agi, ces gauches social-démocrates au pouvoir n'ont pas agi de concert pour essayer de changer l'Europe à l'époque dans un mode plus social. Et au contraire, il y avait en quelque sorte le loup, le ver était dans le fruit, puisqu'il y avait Tony Blair, à l'époque, le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne, et Tony Blair était Premier ministre en Grande-Bretagne, et il portait au contraire cette troisième voie blairiste qui était éminemment libérale. Et donc, je pense que cette occasion a été ratée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué quand vous avez 5 gouvernements européens de gauche, classés à gauche, réformistes, sociodémocrates, au sein de 27 États membres, bien entendu. Mais proclamer de soi-même, on va rompre, on va désobéir, on va tout casser, quand on est tout seul, potentiellement, si Jean-Luc Mélenchon était demain à la tête du gouvernement face aux 26 autres, ça, c'est forcément voué à l'échec, voué à la crise, et donc voué à l'isolement, et effectivement voué à un Frexit qui ne dit pas son nom. La solution, mais c'est toujours très compliqué d'être réformiste, je sais que dans le débat politique aujourd'hui, et a fortiori dans l'action politique, le sens de la nuance, du doute, de la remise en cause, de l'échange, c'est des choses qui disparaissent beaucoup par rapport à l'excommunication, l'indignation et la véhémence. Mais sauf que la véhémence, l'excommunication, l'indignation, ça fait pas avancer les choses. Ça fait manifester, c'est très bien, ça suscite de l'enthousiasme militant, c'est utile, mais c'est pas ça qui change les choses au pouvoir. Et donc la solution, elle est effectivement toujours, a fortiori pour changer le cours de l'Europe dans une orientation un peu plus sociale, un peu plus progressiste, j'ose le mot, en tout cas que le politique reprenne un peu plus de pouvoir justement pour la modifier. C'est toujours dans la négociation, dans l'échange, pour essayer de construire un avenir commun. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus difficile, notamment au regard d'un certain nombre d'occasions historiques qui ont été ratées par les sociodémocrates. Oui, mais les sociodémocrates, est-ce qu'ils n'ont pas aussi tout simplement manqué de volonté? Vous avez expliqué Lionel Jospin, mais il y a eu aussi François Hollande qui devait faire un bras de fer avec Angela Merkel. Est-ce que le réformisme, c'est aussi du rapport de force pour réformer? Ça, on ne l'a pas beaucoup vu à gauche ces dernières années, ni à droite d'ailleurs. Mais... Très clairement, si la gauche se réfugie aujourd'hui dans cette illusion radicale, c'est aussi à cause d'une démission collective, en grande partie, au pouvoir, que ce soit sur les sujets nationaux ou sur les sujets européens, je suis d'accord avec vous. Et cette démission, le fait finalement d'abandonner, de baisser les bras, elle a conduit à ce mouvement de balancier radical qui régénère la foi militante, qui réconforte, mais qui me semble largement aussi inefficace et beaucoup plus dangereux au pouvoir d'ailleurs. Parce que l'abandon, la passivité, le manque de courage, c'est une chose. La rupture, l'explosion, la révolution, c'en est une autre. Et ça commet plus de dégâts. Mais je suis d'accord avec vous que toute une frange des réformistes a failli et a abandonné. Le rapport de force, ça se construit politiquement, y compris avec l'ANA, bien entendu. Mais d'ailleurs, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, qui n'est pas de gauche, il le dit suffisamment, il a plutôt agi assez adroitement vis-à-vis de l'Allemagne, pour le coup. Et il a construit un rapport de force qui est un petit peu différent à la fin de son premier mandat qu'au début, notamment sur la question de la mutualisation de la dette pour répondre aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Il faut mesurer le changement culturel que ça représente en Allemagne. C'est-à-dire que les Allemands, ils ont bougé là-dessus. Il était hors de question pour eux, assis sur leur tas d'or et sur leur quasi-absence de dette, de se rallier à ce principe-là de mutualisation de la dette à l'échelle européenne. C'était un dogme, un dogme absolu. Et ça, pour le coup, c'est une vraie conquête. Ça aurait dû être une conquête social-démocrate si on avait eu un social-démocrate à l'Élysée, socialiste, qui l'avait fait. Bon, en l'occurrence, c'est Emmanuel Macron. Ça s'inscrit quand même dans une vision fédéraliste qui n'est pas forcément partagée par tous. Ça m'amène à un de vos chapitres. Justement, j'avais fait le lapsus au début, la gauche contre le peuple. Est-ce que, justement, dans ce réformisme européen qui finalement n'est pas du réformisme, est-ce que la gauche n'a pas
pas tout simplement abandonner le peuple. Et il l'a fait aussi sciemment en se disant finalement, ces gens qui sont bêtement nationalistes, qui ne veulent pas de l'Europe fédérale, qui ne veulent pas, qui ont des doutes sur l'identité, sur l'immigration, autant les abandonner. C'est pas le bon peuple en quelque sorte. Il y a deux choses différentes. Il y a alors, ce qu'évoquait Éric Nolot tout à l'heure, et c'est ce que je raconte aussi dans le livre. Il y a cette note de Terra Nova, il y a une dizaine d'années, la volonté de toute une gauche, effectivement, d'abandonner le peuple. J'utilise moi-même le mot, mais je me méfie toujours en fait de ce mot. Mais voilà, le peuple, ça veut tout et rien dire. C'est aussi un mot assez mythique. En tout cas, les classes populaires qui vivent notamment dans ce qu'on appelle maintenant la France périphérique, depuis que Christophe Guilluy a posé cette appellation, qui est très juste d'un point de vue électoral, quand on le voit encore dans les résultats de la présidentielle. Ces classes populaires, effectivement, qui ont basculé en grande partie du côté du vote à l'extrême droite, toute une gauche a considéré qu'elles étaient perdues à jamais, qu'elles étaient racistes et perdues à jamais, et qu'il fallait effectivement bâtir une majorité de substitution essentiellement appuyée sur les minorités. Et donc c'est en ce sens qu'il y a une trahison de ces classes populaires, parce que voilà, moi en l'occurrence, moi je suis picard, je suis dans la Somme sans arrêt. Le vote Marine Le Pen, il est massif. Il n'y a pas de raison que les gens qui votent aujourd'hui à l'extrême droite pour des raisons, pour des motifs à leurs yeux, pour des colères qui leur sont propres, soient perdus à jamais pour la gauche. Leurs parents ou leurs grands-parents votaient à gauche, ils peuvent très bien revoter à gauche demain. Encore faut-il se soucier de leurs préoccupations et leur parler, et non pas leur tourner le dos et les mépriser. Ça, c'est un aspect. Pour ce qui est de la dimension de l'Europe fédérale, je reviens à la phrase de François Mitterrand. Pour le coup, je vais citer François Mitterrand pour faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon. La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Je pense que les deux sont conciliables. Et effectivement, alors après, il y a les slogans, l'Europe des nations. Oui, bien sûr qu'il y a des nations et elles sont indépassables. Et puis il y a l'Europe, et je pense que c'est effectivement, elle est indépassable elle aussi. En tout cas, que c'est effectivement non seulement notre avenir, mais même aujourd'hui notre présent. Et il suffit de regarder toutes les problématiques, tous les enjeux, toutes les crises qu'on a connues ces dernières années. Et on en a connu, de la crise sanitaire à la crise ukrainienne, évidemment, à la guerre, ou à la crise climatique, et à bien d'autres, ou à la crise des réfugiés. Tout ça, ce ne sont pas des enjeux qu'on peut gérer, endiguer à l'échelle purement nationale, en dressant des barrières, en mettant des droits de douane et en fermant les frontières. Ces enjeux sont des enjeux internationaux. La crise climatique, vous ne pouvez pas la résoudre à l'échelle nationale. Donc évidemment, ça nécessite d'abord de bâtir une Europe, ce qu'on appelle un multilatéralisme, mais ça nécessite effectivement de la volonté politique, de l'action politique, et pas simplement... Il faut toujours... Pas simplement on a plus de 20 secondes, mais s'appuyer sur une volonté populaire quand même, parce que quand il y a un référendum qui est fait et qu'on ne le respecte pas, c'est quand même problématique. Le référendum de 2005, mais là aussi, il y a d'ailleurs une illusion en partie dans le discours aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y avait dans le référendum de 2005, il y avait le non de gauche, le fameux non de gauche, mais il y avait aussi le non d'extrême droite. Le non de gauche n'a pas gagné à lui seul en 2005. Il y a aussi, à l'époque, les électeurs du Front National ont massivement voté contre. C'est quand même des électeurs. Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Attends, je ne justifie absolument pas de voter Lisbonne. Bien sûr, il faut respecter le choix des électeurs, quel qu'il soit. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans l'illusion de Jean-Luc Mélenchon, je ne pense pas que le non de gauche de 2005, d'abord, et suffit à produire la victoire à l'époque du non, et ensuite suffit à définir le projet européen de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, parce que je pense que dans le non de 2005, il y avait des projets européens qui étaient radicalement différents. Renaud Dely, merci. Éric Nolot, merci. Vous restez avec nous, on continue de parler de la gauche. Y a-t-il encore une place pour une gauche laïque et républicaine? Quelle est cette gauche réfractaire que vous souhaitez voir au pouvoir? On en parle après la pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Renaud Dely. Renaud Dely qui signe Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Et nous sommes également avec Éric Nolot, auteur de La gauche réfractaire aux éditions Bouquin. Avant la pause, on parlait des classes populaires qui finalement avaient tourné le dos à la gauche. Je vais avoir une question un peu provocatrice, Éric Nolot, mais est-ce qu'aujourd'hui la gauche sociale, la gauche souverainiste qui pourrait être proche de la gauche chevènementiste, c'est pas tout simplement le Rassemblement national? C'est le procès qui est fait à tous ceux qui, à gauche, ne pensent pas comme la gauche officielle le voudrait. C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas d'accord... Non, mais est-ce que le Rassemblement national d'aujourd'hui est comparable à l'extrême droite d'autrefois? Est-ce qu'il n'y a pas une mutation du logiciel qui fait qu'il se rapproche d'une première gauche, en quelque sorte? Non, mais il y a beaucoup de choses qui nous séparent, mais entre la gauche que j'entends, que je prétends représenter le Rassemblement national, mais le fait est que, en effet, la crise de la social-démocratie à la française, elle est tout à fait particulière. Pourquoi? Parce qu'elle refuse de s'affronter au réel, notamment aux questions d'immigration.
ce que n'a pas fait la social-démocratie, par exemple, du nord de l'Europe, qui a complètement quand même changé d'attitude. Au Danemark notamment. Au Danemark, et pas seulement au Danemark, en Suède, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris, mais en France c'est un gros mot de le dire, qu'en matière d'immigration, le quantitatif, le changement quantitatif induit un changement qualitatif. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre d'individus, l'intégration... fortiori, l'assimilation devient impossible. Vous avez des phénomènes de ghetto, vous avez des phénomènes de revendication politique, de séparatisme, bref, d'incompatibilité entre la population qui était là avant et la population qui normalement devrait s'y intégrer. Mais comme c'est devenu vraiment, dès que vous prononcez le mot d'immigration, vous êtes, alors au minimum, un suppôt du Rassemblement national, mais après ça glisse à fasciste, et ensuite ça arrive rapidement à nazi, elle n'a pas voulu faire cet examen de conscience. Donc elle arrive complètement dépourvue d'idées, et donc les classes populaires, qui parfois vivent mal la situation d'immigration dans certains quartiers, tournent le dos encore plus à cette social-démocratie. Je ne pense pas que ça soit une crise de la social-démocratie en général à laquelle on est affaire, mais de la social-démocratie à la française. Non, le rapprochement avec le Rassemblement national, je pense que le Rassemblement national, en tout cas pour une partie de ses électeurs, est encore porteur d'une xénophobie quand même. C'est que c'est l'étranger qui pose un problème en tant que tel. Voilà. Là, c'est pas ça. C'est que dans certaines situations, on voit que les Français, alors on ne peut pas les appeler de souche, parce que là aussi c'est une expression qui est extrêmement problématique, mais on voit qu'il y a une sorte de purification ethnique des quartiers, que les gens maintenant vivent à côté de leurs semblables, ne veulent pas vivre avec quelqu'un de différent quand il est majoritaire, ils ne veulent pas être minoritaires dans un cas comme dans l'autre, et que les quartiers deviennent de plus en plus homogènes d'un point de vue ethnique. C'est pas du tout le modèle français, et c'est pas du tout le modèle que je veux pour ce pays. Vous avez dit que souvent on vous accuse de pas être de gauche, d'extrême droite, et puis vous étiez au premier rang du meeting d'Éric Zemmour, donc est-ce que vous êtes zémourien, et est-ce qu'on peut être de gauche en étant l'ami d'Éric Zemmour et en étant au premier rang de son meeting? Moi je suis ami avec Éric Zemmour, je pense que je serai ami pour la vie, j'ai même une relation très fraternelle avec lui. Et je suis allé au meeting de Villepinte, à la fois comme ami, c'est un événement très important dans la vie de cet ami qui est Éric Zemmour, et j'y suis allé comme journaliste. Alors j'en profite pour dissiper une rumeur qui est vraiment entretenue sur les réseaux sociaux. Je vois à peu près d'où ça vient, cette campagne de dénigrement, mais je n'ai jamais fait une quelconque promesse que j'allais faire un article sur ce meeting, que j'allais faire un reportage sur ce meeting. Il se trouve simplement, là je parle devant 2 journalistes, qu'on a besoin d'être au contact des réalités politiques. Moi, j'ai trouvé ça très utile. J'en ai pas tiré un profit immédiat sous forme d'un papier ou d'un reportage, mais j'ai vu quel était l'électorat d'Éric Zemmour. J'ai compris pourquoi l'Ukraine, du coup, lui a coûté très cher, parce que ce sont des gens très éduqués, qui sont, son électorat, c'est plutôt CSP+, et qui sont très au fait des relations internationales, qui sont très sensibles à ce genre de choses, ce qui n'est pas du tout le cas de l'électorat du Rassemblement national. Donc ça aurait dû coûter aussi cher à Marine Le Pen, mais ça ne lui a pas coûté aussi cher. Donc, moi, je reste droit dans mes bottes de l'amitié, et je reste droit dans mes bottes de gauche. En effet, j'ai des amis qui ne sont pas tous de gauche. Écoutez, qu'on me fasse un procès pour ça, et qu'on me jette en prison si c'est un crime contre l'esprit. Renaud Dely, même question, est-ce que la gauche populaire, c'est pas le Rassemblement national finalement? Non. La réponse est non, mais à peu près pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je pense que le Rassemblement national a réussi à récupérer un certain nombre d'électeurs issus de la gauche, qui à mes yeux auraient vocation d'aller retourner si la gauche savait leur parler. La gauche a failli, on l'a dit amplement dans cette émission, en leur tournant le dos sur bien des sujets, mais pour autant, le Rassemblement national, une frange de son électorat, et puis surtout une bonne partie de ses cadres et de ses dirigeants, reste sur des positions qui me semblent même anti-républicaines, au sens, non pas anti-légaliste, c'est un parti parfaitement légaliste, je ne parle pas de la loi républicaine, du respect de la loi, mais au sens des idéaux républicains, notamment ceux que j'évoque dans ce livre, que sont notamment la laïcité, l'universalisme, et reste sur une dimension profondément ethnique même d'ailleurs, des rapports entre les individus. Ça passe notamment par l'ensemble de cette colonne vertébrale de la préférence nationale, rebaptisée priorité nationale. On pourrait en débattre pendant des heures, mais... Est-ce que c'est ethnique ou est-ce que c'est national précisément? En tout cas, ça vise à séparer, à distinguer. C'est une forme d'apartheid social dans la distribution des logements, donc des logements sociaux, des aides sociales, des emplois. Ça vise à distinguer, à séparer les individus. Et je pense pas que ça
participe d'un projet républicain et encore moins de gauche. Donc non, le Rassemblement national n'est pas de gauche, ça c'est assez clair. Il y a encore toute une filiation, on peut très bien continuer de le relier à toute l'histoire de l'extrême droite, même si l'extrême droite, elle a toujours évolué dans son histoire, du boulangisme qui était un mouvement politique bien particulier au Rassemblement national de Marine Le Pen. L'extrême droite, elle est plurielle, elle a pris plein de visages. Et à celui d'Éric Zemmour, dont on pourrait débattre aussi, qu'Éric Zemmour n'est pas de gauche non plus. Je ne suis pas là pour faire la police des amitiés de quiconque. Je ne fais pas la police des carnets d'adresse. On a le droit d'être amis avec qui on veut. Et n'allez surtout pas jeter un œil dans mon carnet d'adresse. En revanche, je peux vous confirmer, si vous alliez me poser la question, qu'Éric Zemmour non plus n'est pas de gauche. Non, je ne vous aurais pas posé la question. Justement, on tourne autour. On a compris que tous les deux, vous n'étiez pas de la gauche mélenchoniste, vous n'étiez pas de la gauche macroniste, si le macronisme est de gauche. Je ne crois pas non plus que vous vous reconnaissiez dans les écolos tels qu'ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est finalement, Éric Nolot, pour vous, ce que vous appelez la gauche réfractaire? C'est pas très compliqué au fond, mais ça devient difficilement audible parce que ce qui était un authentique homme de gauche il y a 40 ans est maintenant un fasciste. Avec les mêmes convictions. Vous ne changez pas de conviction, mais l'étiquette qu'on vous colle change du tout au tout. Moi, elle est très simple. Ma gauche, elle est républicaine, elle est laïque, elle est sociale, elle est anti-totalitaire. Donc c'est tout le contraire du mélenchonisme. Mais ça a été Mélenchon. En effet, et le mélenchonisme d'aujourd'hui est la trahison du Mélenchon d'il y a 40 ans. C'est ça qui est extrêmement troublant. Mais c'est vrai que Renaud Dely le soulignait, les zigzags de la carrière de Mélenchon qui vote oui à Maastricht et maintenant qui est un contempteur de l'Europe déchaîné. On a l'impression que la seule boussole qui l'inspire, c'est celle de l'électoralisme. Donc là, en ce moment, l'électoralisme est plutôt du côté de l'indigénisme, du communautarisme, de la radicalité. Je pense que la gauche ne parviendra au pouvoir, la gauche en général, que si la gauche que j'entends représenter, que j'ai définie par quelques adjectifs il y a quelques secondes, l'emporte sur cette autre gauche mélenchoniste. Voilà. Or, c'est pas du tout le chemin qu'on prend. Intellectuellement, c'est dans quelle filiation qu'elle s'inscrit cette gauche-là? Mais je voulais dire, les fondamentaux de la gauche, la laïcité, c'est les fondamentaux de la gauche, le républicanisme, c'est les fondamentaux de la gauche. Il y a eu deux gauches par rapport au totalitarisme. Il y a eu deux gauches. Moi, je me réclame d'Orwell, je me réclame de Camus, je me réclame de cette gauche anti-totalitaire. Or, en face, on a des pro-totalitaires à condition que les dictatures soient de gauche. Parce que si les dictatures sont de droite, là, ça reste des dictatures. Renaud Dely, dernière question pour finir. Quelle est votre gauche? Si vous me demandez une figure historique, moi je citerai Clémenceau, l'homme qui ne s'est jamais trompé, du militant anticolonialiste à celui qui avait le rapport au réel aussi, à l'ordre, à la patrie, évidemment, la défense de la patrie, au progrès social, celui qui, même sous la Commune d'ailleurs, essaye d'éviter des lynchages et essaye de nouer un dialogue impossible à l'époque, alors qu'il était élu du 18e. Et donc cette gauche, c'est une gauche qui est républicaine, évidemment, laïque, universaliste aussi, et qui croit au dialogue, à l'échange, au compromis, et qui s'appuie toujours sur les mêmes outils qui, eux, sont indépassables. C'est la raison, c'est la foi dans la science aussi, c'est la croyance dans le progrès, c'est la croyance dans l'avenir. C'est surtout pas une gauche qui a peur de l'avenir ou qui a peur du réel, qui a peur de se coltiner le réel, aussi difficile soit-il, ou qui lui tournerait le dos et qui se replierait donc sur des réflexes identitaires pour se conforter. Au contraire, c'est une gauche qui va de l'avant, qui retrouve confiance en elle et confiance en l'avenir. Renaud Dely, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Éric Nolot également. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.